Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Aujourd'hui, je vais tester pour vous le LG Nexus 4, le dernier né de la gamme Nexus. Donc, gamme qui appartient à Google et qui est produite ensuite par différents constructeurs. En l'occurrence, ici, c'est LG. Et on va pouvoir le comparer également, mais rapidement, plutôt au niveau du design, avec le Samsung Galaxy Nexus, qui est la version, le Nexus entre guillemets, qui est sorti juste avant. On va commencer par tout ce qui est spécification, design, le comparer rapidement côté design et ergonomie au Galaxy Nexus. On va parler aussi écran, puisqu'ils utilisent tous les deux des technologies d'écran différentes. Alors la première chose à noter, c'est que j'ai pas la boîte définitive du produit. C'est un appareil qui est non prototype, d'ailleurs on le voit à l'arrière, c'est pas mentionné, mais j'ai pas la boîte définitive. Il me semble que dedans vous avez vraiment le contenu classique, des écouteurs, chargeurs, câble USB, notice. Donc bon, on va passer ça. Alors le Nexus 4, c'est un appareil avec un écran 4.7 pouces. On avait un écran 4.65 pouces sur le Galaxy Nexus, donc c'est un poil plus grand. Donc c'est du 768 par 1280. On a une densité de pixels qui est légèrement supérieure par rapport au Galaxy Nexus, 318 contre 316, mais c'est vraiment un détail. Donc vous sentirez pas vraiment de différence au niveau lisibilité, niveau densité de pixels. Plutôt que le Super AMOLED sur le Galaxy Nexus, parce que c'est Samsung qui est derrière, on a sur ce LG un écran True HD IPS+, qui est a priori le même que sur l'Optimus G si je me trompe pas. On en parlera un petit peu après. On a 8 Go et 16 Go, c'est deux versions de mémoire disponibles. Et celle-là, ici c'est la 8 je crois, je suis pas sûr. Mais enfin ça change pas grand chose. Vous avez 8 et 16 et il n'y a pas de port micro SD pour augmenter la mémoire. Donc ça c'est peut-être un des points négatifs sur cet appareil. Pour commencer, si vous achetez la version 8 Go, il va falloir rester avec ça et utiliser les services dans le cloud proposés par Google et d'autres fournisseurs. C'est un appareil qui est compatible DC, HSDPA, H+, appelez-le comme vous voulez, jusqu'à 42 mégabits théorique, et qui n'est pas compatible LTE, même si on a une puce LTE dans l'appareil, puisqu'il utilise le même chipset que l'Optimus G, et qu'il y a la possibilité de l'activer, mais que c'est galère, et que ça marche que sur une seule bande de fréquence. Enfin bon, c'est un peu compliqué, et en l'occurrence, voilà, dans les specs, il n'est pas compatible LTE 4G. On a un appareil photo 8 mégapixels avec flash LED qui se situe voilà, juste en haut à gauche. Il filme en 1080p. On a une caméra frontale 1,3 mégapixels. Il a un processeur quad-core à 1,5 GHz. Et il est équipé d'une batterie 2100 mAh qui n'est pas amovible. Ça, c'est un des points dont on va parler, mais le design est complètement fermé. C'est pas du unibody à en proprement parler, mais la batterie n'est pas amovible. Donc voilà, si vous aviez l'intention d'acheter, typiquement moi sur mon Galaxy Nexus, et je vous en parlerai lors d'une vidéo à part, je me suis acheté une Mugen pour 4000 mAh pour augmenter l'autonomie de l'appareil, et là vous pourrez pas le faire. Niveau autonomie, je ne vais pas pouvoir vous en parler trop dans cette vidéo, j'en parlerai plus dans le test écrit, avec le test classique d'autonomie, etc. Globalement, ce que j'ai vu, c'est que c'est une autonomie classique. 2100 mAh, c'est pas trop mal quand même pour un appareil de ce type-là. Donc voilà, vous avez une grosse journée en autonomie, mais bon, vous verrez ça dans le test écrit. Notez autre chose par rapport au chargement, il est compatible avec le chargement sans fil pour les accessoires qui sont compatibles avec la technologie qui s'appelle Qi, ça s'appelle Qi, mais ça s'écrit QI, en fait c'est une techno, une norme qui a été créée et qui permet voilà, d'uniformiser tous les créations d'accessoires en chargement sans fil, et il est compatible avec ça. J'en ai pas sous la main donc je vais pas pouvoir vous le montrer, et c'est à peu près tout. Alors niveau design, donc sur le haut on a la caméra frontale, les petits capteurs ici, voilà, on a une bordure chromée de cette façon là. Ici on a rien, et bien sûr on a les touches classiques, enfin j'ai envie de dire classiques, pas tout à fait classiques, mais les touches qu'on trouve depuis ICS sur certains terminaux, notamment les terminaux de la série Nexus. Sur le bas on a le port micro USB, quelques vis et le micro classique. Le bouton on-off verrouillé déverrouillé qui se situe donc sur la droite, et c'est plutôt, moi je le trouve plutôt pratique, il est bien fait. On a le jack 3.5, un second micro ici, le bouton de volume, et là la petite trappe pour mettre la SIM, c'est de la micro SIM.
si je me trompe pas, mais ouais, vu la taille de la trappe, c'est du micro SIM. Et à l'arrière, on a cette fameuse coque. Alors, c'est une coque arrière, une surface arrière qui est en verre, mais vous avez des légers rebords, alors très difficile à voir ici, et ouais, ils sont vraiment très légers quand même. C'est très 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 léger, et qui permet normalement, quand vous le posez sur une table, que l'appareil soit à peu près stable. Mais il y a un truc que j'ai quand même remarqué sur cette version commerciale, parce que sur la version proto, il me semblait que les rebords ressortaient plus. C'est un petit peu bizarre, mais j'ai l'impression que c'est ça. C'est que cette surface en verre, ça fait que l'appareil il glisse pas mal en fait. Et bon, là vous le verrez pas franchement, mais je trouve qu'il glisse vraiment beaucoup. Et juste tout à l'heure, il est tombé de la table, je sais pas d'où ça sortait, mais enfin voilà, c'est parce qu'il s'est amusé à glisser tout seul. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Bon, c'est un détail, mais voilà. Là, on a l'appareil photo, le logo Nexus, logo LG, petite mention, et le haut-parleur qui se situe juste ici. Donc coque en verre, alors ça signifie que c'est sympa, c'est joli, au niveau du feeling en main, c'est très agréable. En fait, les contours ici sont en soft touch. Donc en fait, on a plaque en verre et soft touch autour. Donc ça, je sais pas, l'effet est très très réussi. Il fait beaucoup plus quali que le précédent Nexus, le Galaxy Nexus en termes de finition, etc. Maintenant, bien sûr, cette surface-là, bah, ça casse. Il y a eu des retours d'utilisateurs qui apparemment auraient fracturé la coque arrière de leur Nexus 4. Et ça, c'est quelque chose qui vous arrivera peut-être, je ne sais pas. Moi, j'ai pas personnellement eu l'impression que c'était fragile. Enfin, c'est un peu compliqué de le tester de toute façon, mais apparemment ça arrive, peut-être moins souvent que ça, c'est peut-être un effet médiatique, mais bon, en tout cas voilà, une coque arrière en verre à prendre en compte. Et il y a un truc qui est sympa sur cette, alors ça va être super chaud de le voir avec les reflets et la caméra. Ouais, non, là on le voit, voilà, vous voyez les petits effets de paillettes qui en fait bougent, ils bougent pas, mais voilà, il y a un effet de lumière qui fait que on voit voilà, ces petits effets sympas qui changent. Ça fait pas trop bling bling en fait. J'avais peur au début, mais c'est assez discret. Là d'ailleurs, d'ici, vous le voyez pas. Et encore une fois, ici sur le prototype, ça se voyait plus, je trouve. Donc c'est pas plus mal. C'est discret, mais c'est subtil, c'est sympa. Que dire de plus sur cet écran? Ce que j'aime bien, c'est les bords arrondis également. Alors ça va être dur de le voir à la caméra, mais il y a des bords qui sont légèrement arrondis. Voilà. Qui permet tout simplement, quand vous glissez votre doigt, de ne pas taper contre une bordure sur le côté. Et donc ça, c'est très très agréable. Je pense qu'on a fait le tour sur le design, et du coup je vais le comparer rapidement au précédent Nexus, le Galaxy Nexus, que je connais bien puisque ça a été mon terminal principal, et ça l'est toujours d'ailleurs. De face, ils se ressemblent beaucoup. Ça c'est clair. Je pense que voilà, Google a été assez clair là-dessus. Ils ont dû déterminer, je sais pas à quel point Google a de puissance là-dedans, a de force de décision. À mon avis, c'est vraiment eux qui font une commande auprès du constructeur, et derrière le design est 100% pensé, enfin en grande partie à mon avis pensé chez Google, j'en suis pas certain mais je pense. Et d'ailleurs on le voit bien ici, on a deux constructeurs différents et pourtant de face c'est deux terminaux qui se ressemblent énormément. Ce qui n'est pas surprenant, hein, et puis c'est même plutôt bien. Je trouve que de face c'est un appareil qui est joli. Après de dos bien sûr c'est complètement différent. Là on avait cet effet là un petit peu soft touch plastique caoutchouteux avec la coque qui s'enlève, l'accès direct à la batterie de fait qu'on n'a pas ici. Et on n'avait pas non plus de micro SD hein, sur le Galaxy Nexus. Donc bon, ici c'est quelque chose qui est devenu standard, et parce qu'ils ont envie d'un peu booster leur offre cloud. Il y a juste un petit truc auquel je pense avant de continuer sur le comparo, c'est au niveau de la coque arrière. Vous voyez, il y a des légers, vous le verrez je pense ici, là vous voyez, il y a une petite trou, enfin c'est pas des trous mais une petite fente à chaque fois entre le verre et le plastique soft touch, et du coup il y a de la poussière qui vient se loger. Alors là je suis vraiment désolé avec cette coque là comme ça, c'est totalement compliqué de faire le focus, mais bon en tout cas voilà, moi j'ai dû enlever un peu de poussière qui s'était déjà logée dans le contour, donc à mon avis à force de l'utiliser tout le contour là sera plein de petites poussières. Bon c'est pas grave en soi, voilà je le mentionne. Au niveau de l'arrière bien sûr c'est complètement différent, c'est deux terminaux qui sont à peu près de la même finesse, de la même épaisseur. Donc là ici il est plus droit, là il était incurvé. Le Nexus 4 c'est 9,1, le Galaxy Nexus c'est 8,9 mm. Voilà, donc c'est pas énorme. On a deux boutons également, qui sont tous les deux situés sur le côté ici. On avait les petits ports pour le dock, là on ne les a pas, mais je sais pas comment ils sont faits de fait les docks pour le Nexus 4. Je pense qu'ils utilisent plus
le système là, ou peut-être le chargement en induction et le NFC, c'est peut-être un peu plus logique, je sais pas exactement. Là en dessous pareil, on a le micro USB, par contre au niveau du jack, hop, ça va être inversé. Là, bouton de volume, là juste l'accès à la SIM puisque la batterie n'est pas amovible, et puis là derrière il n'y a absolument rien sur le Galaxy Nexus, et là ici par contre on a le jack 3.5. C'est à peu près tout, et de face, bon voilà, ça ressemble à ça. Au niveau de l'écran, c'est le dernier truc peut-être dont je vais parler, même pas peut-être, hein, c'est sûr. Alors hop, je déverrouille, je vais pas vous montrer là, regardez pas les couleurs parce que ça dépend de la luminosité du fond d'écran, etc. C'est pas du tout le même fond d'écran, mais il y a un truc qui est important, je trouve, de noter, c'est les différences en angle de vue, et je vais vous montrer ça rapidement. Regardez la barre en bas, c'est le seul élément qui est représentatif puisque c'est le seul élément qui est le même ici. Et en fait, quand on commence à tourner comme ça, vous voyez à gauche, c'est le Super AMOLED. Et, oups, pardon, à gauche, le Super AMOLED reste noir, vous le voyez. Et à droite, bah, on commence à partir dans les bleus-gris. Je vais essayer de faire ça différemment également. Bah, attendez, hop, on va regarder ça comme ça. Bon, là, avec les reflets, on voit bien. Je vais essayer de refaire ça ici. Forcément, avec mon launcher, c'est un peu compliqué, mais vous voyez, ça reste relativement stable. Donc ça c'est un truc, et j'ai remarqué une autre chose, c'est que niveau visibilité en extérieur, avec les reflets, etc., bah, je trouve que le Galaxy Nexus, en tout cas la technologie Super AMOLED, s'en sort mieux que ce qu'on nous propose, que ce que LG nous propose sur le Nexus 4. Donc ça c'est premier point un petit peu négatif. L'écran en soi est pas mauvais, densité de pixels très bonne résolution, et d'ailleurs on va regarder un petit peu de près, mais voilà, on a quelque chose de très très propre. Mais c'est vrai qu'au niveau des angles de vue, visibilité en extérieur, bah, je trouve qu'on est sur quelque chose d'un poil moins bien que sur le Galaxy Nexus, ou en tout cas, par exemple, sur un... Là, on le voit vraiment bien, là, ça part dans les bleus, que sur un Galaxy S3, ou même un One X, ces appareils comme ça, enfin, ce type de terminaux. Je trouve que c'est un petit peu dommage, même si en tout cas, c'est pas rédhibitoire, ça c'est une certitude. On va du coup pouvoir passer à l'interface. Je vous avais déjà présenté Android 4.2, Jelly Bean 4.2, lors de l'arrivée de la mise à jour sur le Galaxy Nexus, et également lors du Mobilecast numéro 2 spécial Android 4.2, où j'avais fait un comparatif entre le Galaxy Nexus et le Nexus 4, qui était en édition prototype à ce moment-là. Donc vous aviez déjà eu un aperçu. On va passer en revue la majorité des fonctionnalités, mais la plupart. Ce qui est aussi sympa avec les terminaux Nexus, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'applications réellement intégrées, donc ça va aller relativement vite. Petite nouveauté là avec la 4.2, c'est ce système de widget que vous pouvez insérer sur l'écran de déverrouillage, qui est vraiment assez sympathique. Donc là par exemple j'en ai un lié à Google+. Hop, je peux en rajouter d'autres. Voilà, ici, de cette façon-là. Et les développeurs peuvent, s'ils le souhaitent, publier sur le Play Store des applications qui peuvent s'intégrer là-dedans. Par exemple, je ne sais plus comment s'appelle le développeur, Level Up, je crois, avec Beautiful Widgets. Vous pouvez intégrer Beautiful Widgets sur ces écrans de déverrouillage. Donc, sur cet écran de déverrouillage, et en gros, ça donne ça. Par exemple, voilà, vous avez là, j'ai l'heure. Et là, je peux avoir mes mails, et ça, vous pouvez changer l'emplacement pour avoir, par exemple, vos mails directement sur cet écran-là. Et une autre chose, c'est que vous avez plus le contrôle en accès rapide qui permet d'accéder, de lancer l'appareil photo, mais vous avez quelque chose d'un peu différent. Voilà, vous avez ça. Toc, ça lance l'appareil photo directement. Alors, il y a une chose à savoir, et ça, j'en avais parlé dans le Mobilecast, mais en gros, avec ces systèmes de widgets, même si vous avez votre écran qui est protégé, votre écran de verrouillage, si vous avez mis une protection par mot de passe ou n'importe quoi d'autre, vous aurez quand même la possibilité de regarder par exemple les mails ou les textos si vous mettez le widget texto, etc. Par contre, quand vous essayerez d'accéder aux mails ou aux textos, toutes ces choses-là, vous ne pourrez pas. Je trouve qu'il y a quand même un petit problème de sécurité là-dessus, et donc c'est bon à savoir. Si vous comptez protéger votre terminal par mot de passe, évitez peut-être de mettre vos mails en accès entre guillemets, direct, juste les sujets, etc. Mais c'est pas terrible quand même. Voilà. Ok.
On va passer à ça, on déverrouille l'écran et on se retrouve là-dessus. Écran d'accueil classique, hein, si vous connaissiez Android Jelly Bean, ça ressemble à ça, avec le tiroir des notifications, avec les notifications que vous pouvez ouvrir, fermer. Là par exemple pour les mails, c'est assez représentatif. Petite nouveauté ici dans la 4.2, vous avez cette option là qui permet d'avoir ces paramètres en accès rapide. Vous avez votre fiche, vous avez les paramètres ici, vous avez tous ces éléments là, c'est bien. Il y a un petit truc par contre, c'est quand on appuie dessus, en fait, c'est un peu particulier. Regarde, je vais vous montrer un peu ça. Alors, on peut les ouvrir aussi en faisant avec deux doigts, hein. Ça, je ne vous l'avais pas montré lors du Mobilecast et vous avez été nombreux à me le signaler. Si vous faites avec un doigt, vous descendez les notifications. Si vous faites avec deux doigts, je suis pas très doué. Hop, vous faites ça. Quand on appuie là, en fait, ça va vous rediriger vers cette page-là où vous devez faire oui. Enfin, vous devez faire activer. Et je trouve pas ça extrêmement pratique. J'aurais trouvé ça mieux de pouvoir appuyer dessus et activer et désactiver. Je regarde juste ce qu'il me fait. Là, si je reste appuyé dessus, il fait ça. Très bien. Bon, c'est à peu près tout. Là, c'est parce que je capte pas. L'autonomie, vous appuyez dessus, vous avez la gestion de la batterie, etc. etc. C'est une bonne chose. C'est une fonctionnalité qu'on attendait depuis longtemps dans Android intégrée. Et puis, bien sûr, vous avez toujours ce widget-là qui est dans Android de base, qui permet là par contre d'activer et désactiver le Wi-Fi très facilement, et c'est plutôt bien fait, vous pouvez le déplacer, etc. Alors d'ailleurs, en parlant d'écran d'accueil très rapidement, ça reprend la base de Jelly Bean, et même c'est du Jelly Bean de toute façon, donc en fait vous avez rien de bien nouveau là-dessus. Vous avez bien sûr la possibilité de déplacer les widgets, et ce qui est sympa c'est que les icônes vont se déplacer en fonction de l'endroit où vous voulez déposer le widget, ça va se réorganiser si possible tout seul, donc ça c'est plutôt bien, vous voyez, ça évite de perdre du temps quand vous voulez réorganiser vos écrans d'accueil. Vous pouvez mettre différents widgets et les widgets sont accessibles dans cet onglet là. Donc là par exemple on a quoi, on a là des widgets liés aux applications, l'agenda, email, là il y avait Gmail, des horloges, ça c'est une des nouveautés. C'est à peu près tout, hein. Bon, vous avez, après, en fonction de ce que vous avez comme application installée sur votre appareil, vous aurez plus ou moins de widgets. Juste pour info, c'est un appareil qui tourne sous la 4.2.1. Voilà, ça c'était juste pour vous montrer. Il n'y a pas de mise à jour disponible là pour l'instant. Et on est fin décembre. Petite nouveauté, je sais plus exactement où c'est déjà. Bon, on va se promener, voilà, c'est là. Il y a l'écran de veille interactif. Donc c'est un écran de veille tout simplement. Donc quand vous attendez un certain temps, si vous le configurez, vous aurez certaines informations qui s'afficheront à l'écran. Donc c'est soit des couleurs, des photos, un flux d'actu, etc., etc. Donc bon, moi, ça pour moi c'est pas réellement important. Je vais vous montrer peut-être à quoi ça peut ressembler. Alors, attendez, hop, voilà. Ça devrait fonctionner normalement. On peut faire peut-être ça. Voilà, aucune photo sélectionnée. C'est pas terrible. Ouais, j'ai pas de photo pour l'instant, donc on va faire flux d'actu. Veuillez vous connecter. Bon, bref, peu importe. En tout cas, voilà, vous avez ce système d'écran de veille qui fonctionne une fois que vous avez tout configuré. Là, j'avais pas configuré cette application. Je crois qu'on a fait à peu près le tour. Bien sûr, il y a Google Now ici qui s'ouvre en faisant glisser son doigt de cette façon-là. Je ne l'ai pas configuré, mais bon, si vous voulez avoir un aperçu de ce que c'est assez simple, hein. Il va falloir regarder notre vidéo sur Jelly Bean, sur le Galaxy Nexus. Mais en gros, voilà, c'est une application qui permet très rapidement de faire des recherches, notamment vocales, même si ça marche moins bien qu'en anglais. Voilà, ça reconnaît assez bien, ça va faire une recherche directe. Vous pouvez dire météo Paris. Ça va vous afficher ça de cette façon-là. C'est plutôt bien fait avec voilà, système de date là qui défile. Il y a d'autres fonctionnalités intégrées, mais comme je disais, ça marche mieux en anglais. Donc pour l'instant, c'est pas idéal, mais ça permet quand même de faire des recherches rapidement. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, après, vous avez des cartes qui s'affichent avec, par exemple, la météo de l'endroit où vous êtes, la circulation, si vous avez un trajet habituel ou si vous êtes en train de faire un trajet, ou bien il sait où est votre domicile et il va voir que vous n'êtes pas à votre domicile. Vous ouvrez Google Now, il va vous dire, bon, bah, vous mettrez tant de temps en voiture à accéder, à rentrer à la maison, ce genre de choses. Vous avez la même chose pour les vols, etc.
En fait, si idéalement, il va détecter petit à petit ce que vous appréciez, ce que vous aimez. Ça paraît un peu étrange, mais c'est ça. Il va scanner un peu tout ce que vous faites. Et faut savoir que Google, c'est à peu près tout ce que vous faites, de toute façon. Donc, peu importe. Enfin, peu importe, c'est un peu particulier, mais c'est comme ça. Vous pouvez choisir ou pas de l'activer, hein, bien sûr. Mais si vous activez tout complètement, il va par exemple savoir que vous prenez un avion, si vous avez fait des recherches sur des références de vol, et vous proposez justement la fiche relative à ce vol-là, en vous disant s'il est à l'heure ou pas, etc. Et ça, bon, ça marche bien mieux quand même en anglais, encore une fois. On va passer à tout ce qui est fonction téléphonique. Vous pouvez composer un numéro, vous n'avez pas de proposition, ça c'est quelque chose qu'on n'a pas de base dans Android, c'est un peu dommage, mais bon, c'est pas dramatique. Vous avez les défilements latéraux de cette façon-là pour passer d'un onglet à un autre, ça c'est depuis ICS et vous l'avez de manière, très très bien intégré sur le terminal. Pour les contacts, vous accédez aux contacts par ici, soit depuis les fonctions téléphoniques, ou bien directement dans le menu, ou bien vous insérez un contact sur l'écran d'accueil, et là vous avez les contacts de cette façon-là, avec les groupes. Votre liste de contacts, vous pouvez défiler par lettre de cette façon-là. Ou vos contacts préférés, enfin favoris. La synchronisation avec les réseaux sociaux est pas excellente à part Google+. Alors là, moi j'ai pas configuré, enfin, moi j'utilise pas trop Google+, et là sur ce compte-là, il n'y a pas Google+. Mais avec Google+, ce sera bien intégré. Avec les autres réseaux, c'est beaucoup moins intéressant que par exemple sous Sense ou sous TouchWiz. C'est un petit peu dommage, mais là typiquement j'ai configuré un compte Facebook qui est synchronisé et il n'y a pas, enfin il y a rien, aucune information de Facebook est rapatriée, on va dire, dans mes contacts ou ce genre de choses. Sinon c'est très très basique, enfin c'est très basique, c'est très simple, c'est très habituel par rapport à Android. Vous appuyez sur par exemple ici la vignette, vous avez cet écran là, vous pouvez appeler la personne, et plus la personne a un profil complet, plus vous aurez accès à l'information, très logiquement. C'est à peu près tout. On va du coup passer dans le menu principal et voir la majorité des fonctionnalités. Et comme vous le voyez, il n'y a pas entre guillemets grand chose. Après, c'est à vous d'enrichir l'appareil avec des applications que vous téléchargerez. Donc là, par exemple, les textos et les MMS, SMS s'affichent de cette façon-là, par conversation. Vous pouvez faire des recherches. Vous arrivez là-dedans, ça va s'empiler l'un au-dessus de l'autre de cette façon-là. Grosse nouveauté, grosse nouveauté, on va dire, dans Android 4.2, nouveau clavier, qui a l'air très similaire à celui qu'on avait avant, mais qui intègre une fonctionnalité comme ça, donc qui permet, salut les amis, alors je crois qu'il ne met pas la CD ici, en fait, ça va, hop, ça va bien, voilà, il peut anticiper ce que je vais dire, il va me permettre de tracer des lignes, et ça c'est une tendance forte dans la saisie de texte, à savoir deux choses, possibilité de tracer des lignes, et là-dessus Swipe était un peu précurseur, et on le retrouve de plus en plus, que ce soit avec SwiftKey ou là ici, et deux, anticipation des mots, prédiction, etc., etc., et là on arrive quand même sur des choses, des utilitaires de clavier par défaut dans les terminaux qui sont de mieux en mieux, et c'est pas uniquement sous Android, c'est valable aussi par exemple sous Windows Phone 8, ce genre, ces OS là également, cet OS là également. Globalement j'ai pas mal utilisé ce clavier, également sur mon Galaxy Nexus. Je peux vous dire qu'il est pas mal du tout, il est mieux que le précédent, pas forcément uniquement pour cette fonctionnalité qui permet de tracer des lignes, c'est pas on peut trouver ça gadget, ça permet d'aller assez vite, d'autant plus que l'écran du Galaxy Nexus est très lisse, très agréable quand vous passez votre doigt dessus, notamment dû au fait que tous les bords les bords sont légèrement arrondis, donc voilà, et ce clavier là permet d'aller plus vite si vous avez ce désir de taper comme ça, quoi. Moi je trouve que c'est une option qu'on nous propose, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Et de base, si vous l'utilisez sans ce système-là, c'est pas en soi un problème. Et normalement, vous pouvez le désactiver. Je sais plus où c'est. Ça doit être saisie gestuelle. Voilà. C'est à peu près tout. Afficher le tracé. Vous pouvez même ne pas afficher ça. C'est un peu étrange, mais pourquoi pas. Donc voilà quoi. Et en mode paysage, ça ressemble à ça. Et là vous avez pas mal de place, et puis comme d'habitude ce qui est bien avec Android, c'est que si vous n'aimez pas le clavier de base, vous pourrez en installer un autre, et vous avez également la saisie texte qui marche plutôt pas mal. Voilà. Hop. Ok. Bon, ça c'était pour les messages. Dans l'agenda, c'est
l'utilitaire d'agenda de base, celui qu'on avait déjà dans SCS, qui a évolué avec Jelly Bean, et là il a un tout petit peu évolué récemment, avec notamment une fonctionnalité qui permet dans lieu par exemple, alors je sais pas si ça va marcher, toc, si je tape café du quelque chose, non il veut pas me proposer des lieux, je sais plus exactement comment ça fonctionne, on va essayer avec un nom de ville plutôt. Paris, là il me propose, propose par rapport à mon historique quand même, j'ai pas beaucoup d'historique, mais voilà, il est capable de vous proposer des lieux en fonction de ça. Sinon l'utilitaire de calendrier est très très bien en soi, enfin, vraiment vous avez différentes vues, semaine, mois, jour, avec la possibilité de zoomer, dézoomer dans la journée ou dans la semaine, c'est bien fait. Et bien sûr c'est synchronisé avec Google Calendar. Ouais, du coup, je vais faire dans l'ordre du menu. On va passer par l'appareil photo. Alors là, il y a eu quand même de gros changements au niveau de l'interface. Changements qu'on a également eu sur le Galaxy Nexus. Pour tout vous dire, je suis pas trop fan de ces changements. Et je vais vous montrer juste pourquoi. Alors, en gros, vous avez quoi? Vous avez une interface très épurée là-dessus. Vous voyez, vous avez très peu d'éléments à l'écran. Vous pouvez prendre une photo en faisant comme ça. Changer ici en mettant appareil photo, vidéo. Donc vous pouvez filmer en 1080p, panoramique et l'option qui s'appelle photosphère, dont j'avais déjà parlé, mais qui permet de créer toutes sortes d'images panoramiques, mais en forme de sphère, et après de naviguer dedans. Bon, je vous montrerai ça juste un petit peu après. Si vous appuyez là, vous avez ce petit menu qui s'affiche. Donc ça, c'est pas mal. Et à mon avis, enfin, d'après moi, heureusement qu'il y a ce bouton-là, parce que sinon ce serait un peu galère, parce que en gros, quand vous appuyez à l'écran, vous avez ça qui s'affiche. Et idéalement, enfin ce que Google aimerait, c'est que vous utilisiez ça de cette façon-là. Donc c'est pas facile de présenter ça avec les différentes. Là, c'est la balance des blancs. Là, ça c'est pour accéder aux paramètres. Là, c'est pour l'exposition. Basculer sur la visio, enfin la caméra frontale. Vous faites HDR de cette façon-là. Ici, vous pouvez juste appuyer dessus de cette façon. Et voilà, comme je vous dis, heureusement qu'il y a ce bouton là, parce que sinon je trouve que là-dessus c'est un peu galère, parce que vous passez votre doigt sur les options, donc vous les voyez pas, c'est pas très ergonomique, mais bon, pourquoi pas. Hop, j'ai failli faire tomber mon Galaxy Nexus. Vous pouvez faire le focus de cette façon là, vous appuyez là, les photos se font de manière assez rapide, donc ça c'est agréable, un peu comme sur le Galaxy Nexus. Et comme sur le Galaxy Nexus, la qualité est pas forcément géniale. Vous verrez ça dans les échantillons, vidéo, photo. Je suis pas un grand fan, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que les terminaux Nexus n'ont jamais été réputés pour être excellents en photo. En tout cas, c'est ce que je pense. Même si on peut obtenir des résultats intéressants, si on prend un peu le temps de soigner un peu sa scène. Hop, 8 mégapixels, 5 mégapixels, on peut changer la résolution. On peut changer le mode de scène, action nuit, coucher de soleil, fête, et enregistrer ou non la position. Donc c'est géolocalisation, géotagging de vos photos. Ici, hop, en vidéo, vous pouvez filmer en 1080p. Pareil, enregistrer la position, et vous pouvez créer des timelapses avec la fonctionnalité qui est intégrée. Je trouve que là, il y a des petits problèmes de traduction, je sais pas, c'est un peu bizarre ce truc. Mais bon voilà, vous pouvez faire du timelapse, et ce qui est bizarre, c'est on a cette fonctionnalité là qui est intégrée, qui d'après moi est assez gadget, et derrière ça va peut-être manquer un peu de propositions, je sais pas. Après, ce qu'il faut, c'est quand vous fouillez un peu, vous verrez qu'il y a pas mal de choses. On va aller voir ça juste un peu après. Il y a un éditeur de photos qui est pas mal. Je vais essayer de pas oublier de vous montrer ça. Donc là pareil, la balance des blancs, le flash, enfin la torche, la caméra frontale, etc. L'option pour créer des photos panoramiques, qui est pas mal. Je sais pas si j'y arrive là. Ouais. Non, il a besoin que voilà, je me mette de face, enfin de côté comme ça. Ça va être un peu compliqué là, j'ai fait un peu n'importe quoi. Elle est pas... C'est un peu la même que sur le Galaxy Nexus, à savoir, vous l'utiliserez quelques fois. Je trouve qu'elle est... Mais le rendu est pas génial. En tout cas, c'est ce que je pense. Parce que par exemple, là, vous avez vu... Donc, on va refaire un essai, mais vous défilez comme ça. Et vraiment, il faut appuyer à la fin pour terminer. Si vous laissez des éléments en trop, il va pas vous les... Enfin, il va pas aimer. Vous avez aussi le défilement latéral là pour afficher les photos. Voilà, puis là vous voyez, je suis allé tout doucement et le rendu est pas terrible. On regardera la galerie juste après. Et
pour finir Photosphère, qui est une fonction qui d'après moi est très gadget, mais ça reste néanmoins intéressant. C'est-à-dire voilà, ça utilise l'accéléromètre, etc. Tous ces capteurs pour pouvoir savoir quand vous pouvez prendre la photo. Alors vous voyez pas beaucoup parce que je suis obligé de le mettre de côté. Mais par exemple là, si voilà, vous mettez là dans le point, ça va prendre la photo. Bon là je peux plus. Hop. Est-ce qu'il va prendre cette foutue photo? Non. Voilà. Et donc je vais m'arrêter là, c'est pas très intéressant. Ce qu'il y a, c'est que, donc là il y a le rendu qui se fait, mais ça prend, bon ça c'est logique, mais ça prend vraiment 3 décennies si vous voulez faire une vraie sphère. Et ensuite après, quand vous accédez à l'image, bon bah là j'ai essayé de faire les choses bien, mais là voilà, la jonction c'est mal faite ici. En soi, moi je trouve vraiment que c'est une fonction gadget, mais c'est pour ça parfois j'ai du mal à comprendre Google. Par exemple, sous ICS, ils avaient intégré des fonctionnalités qui permettent de déformer la tête des gens en vidéo, par exemple, alors qu'il manquait déjà plein d'autres choses. Et là, par exemple, ils proposent Photosphère, qui en soi est pas trop abouti, c'est gadget, et derrière, il peut manquer d'autres fonctionnalités. Là, dans l'état, je trouve que quand même l'interface est pas si mal que ça, c'est juste que je la trouve un peu déroutante. Mais en soi, ça fonctionne bien. Je pense qu'on a fait le tour là sur l'appareil photo. La calculatrice, c'est la calculatrice de base. Vous avez toutes les fonctionnalités liées à Google+, là, donc on a Chat+, Google+, etc. On va passer sur le web avec Chrome, qui est le navigateur natif, on va dire, de base. Ils ont remplacé le navigateur qu'on avait avant par Chrome. On le savait, ça arriverait un jour ou l'autre, et c'est pas plus mal en soi. Moi, c'est un des premiers trucs que je fais, c'est d'installer Chrome sur les mobiles Android pour avoir une expérience un peu meilleure généralement. Et ici, bah, c'est le cas, quoi. Ça marche franchement très très bien. Donc vous avez le système d'onglets là, que vous pouvez ouvrir, fermer en faisant un défilement sur le côté. Hop, version mobile, on va passer sur la version complète. Vous pouvez basculer rapidement. Vous avez le menu là avec la possibilité d'ouvrir un onglet en navigation privée. Donc ça, on l'avait aussi avant, mais bon, là ici, il est intégré de cette façon-là. Ce qui est sympa avec Chrome, c'est que vous pouvez synchroniser, donc là j'ai synchronisé avec mon compte testmobile@gmail.com, et du coup il va me garder mes favoris, il va me la possibilité de me sortir également les onglets qui sont ouverts actuellement. Donc là si vous allez dans favoris, donc là j'ai mes favoris là, vous avez également ça, et là j'ai les onglets qui sont ouverts, et là il va me dire que bah c'est bon, bah voilà. Typiquement là il me dit qu'il y a un onglet qui a été ouvert il y a 8 jours sur le GTI 8190. Ça doit être, je sais plus lequel c'est peut-être le S3 mini, je sais plus. Et là le Wiko Sync Slim, enfin voilà, ça vous donne les différents onglets ouverts sur tous vos terminaux, ordinateurs, etc. Donc ça c'est intéressant. Les derniers onglets fermés, je crois ça. Et ici les favoris, et ça c'est les favoris sur votre mobile, sur votre ordinateur, etc. etc. Et ça fonctionne très bien, c'est une des particularités, enfin une des fonctionnalités que j'aime beaucoup dans Chrome. Et du coup on va retourner sur test mobile. Hop. Alors on défile, tout est très fluide. On va attendre un peu, voilà, tous les éléments sont à l'écran, tout est très fluide, ouais, ça va. C'est juste que vous avez bien vu, il y a un léger délai entre le moment où je donne mon coup et voilà, comme ça, et le moment où ça défile, mais c'est vraiment léger, et ça c'est habituel. Avec Chrome, je crois que c'est même une gestion logicielle. Ça fonctionne comme ça dans Chrome et basta. Parce que j'ai vraiment le sentiment que c'est toujours comme ça avec Chrome, et c'est pas vraiment un problème de performance ou quoi que ce soit. Donc là, quand on essaie de défiler de cette façon-là, il n'y a vraiment aucun souci, c'est extrêmement fluide. Voilà, on va zoomer. Ça marche bien, j'ai pas, enfin, il n'y a pas de souci. Là, j'ai l'impression que, ouais, sur ce site, il y a beaucoup d'éléments un peu complexes, et du coup, parfois, quand je veux zoomer, dézoomer, ça pose quelques soucis. On va regarder sur Test Mobile, qui est un site un peu plus simple, on va dire, techniquement parlant. Donc là, il n'y a pas de problème. Zoom, dézoom, ça marche bien. Hop. Vous voyez un niveau performance là-dessus, il n'y a pas de souci. Ou double taper, vous avez ça qui s'affiche, enfin vous avez le texte qui s'affiche bien. Et si vous redouble tapez, en fait ça va le remettre, enfin ça va dézoomer. Ça c'est vraiment le fonctionnement classique sous
Android, je voulais juste voir paramètres du contenu. Voilà, ici vous pouvez gérer ça, activer, désactiver certains éléments, les cookies, les pop-up, les JavaScript, le JavaScript. Donc confidentialité, ça c'est juste pour l'enregistrement des infos. Accessibilité, vous pouvez changer de base l'échelle du texte et forcer l'activation du zoom. Ça c'est quand un site refuse que vous zoomiez. Précharger les pages, et je crois qu'on a fait le tour là. Voilà. Défilement par inclinaison, ouais, ça marche pas. Ça marche pas des masses. C'est à peu près tout, hein. Moi je trouve que ça marche bien sur le web. C'est un très très bon appareil pour surfer. Ça c'est une certitude. Et là je suis connecté en Wi-Fi, vous voyez le rechargement normalement se fait assez rapidement. Après ça va dépendre du réseau. Et là justement quand je dis ça a l'air de... Non, ça a l'air d'aller. Ouais. Voilà, mais dans tous les cas là c'est pas l'appareil, hein. Et il y a un dernier truc que je voulais vous montrer, c'est le copier-coller, voilà, de cette façon là. Donc là vous sélectionnez du texte, vous le copiez ou vous le partagez, enfin voilà, c'est vraiment le fonctionnement classique Android. Vous pouvez partager le contenu de cette façon là, etc. Ok, donc ça c'est Chrome. Pour tout ce qui est email, vous avez deux clients comme d'habitude. Soit vous utilisez le client Gmail uniquement, c'est une application exclusive Gmail qui est proposée sous cette forme-là depuis ICS, qui a subi des mises à jour également. Vous pouvez sélectionner des mails rapidement, les mettre en favori, enfin mettre une étoile pour le mettre dans votre dossier sélection, enfin ceux que vous mettez de côté. Les mails que vous suivez, les labels qui sont affichés ici, on peut les gérer, etc. Ça c'est propre, vous avez le widget et les notifications, et puis à côté vous avez également ce client-là. Alors là j'ai intégré également mon Gmail, mais je peux là-dedans par contre configurer plusieurs comptes et pas forcément de source Gmail. Dans le client Gmail vous pouvez mettre plusieurs comptes Gmail, dans celui-là vous pouvez mettre n'importe quel fournisseur d'accès, enfin fournisseur de mail, tout ça Facebook, etc. C'est moi qui l'ai intégré, enfin qui l'ai installé. Bon, le flux d'actu, voilà, ça c'est, je sais plus comment il s'appelle, le flux d'actu qui marche bien, je trouve, mais c'est juste que moi je l'utilise pas du tout. C'est un lecteur de flux RSS en fait qui va sélectionner en fonction des flux que vous rajoutez. Vous pouvez rajouter des magazines, et enfin ça donne une interface type magazine qui est plutôt agréable, mais ça on avait déjà vu ça, je crois, depuis un certain temps déjà. Je crois que, est-ce qu'on l'avait pas sur le... Ouais, je crois que c'est depuis Jelly Bean ou peut-être ICS. Je suis pas sûr de mon coup là pour ça. Dans la galerie, c'est assez simple, c'est que vous avez pellicule avec toutes vos photos. Hop, je vais revenir un coup en arrière, voilà. Vous avez pellicule ici avec toutes vos photos qui défilent latéralement. Vous avez vos téléchargements, etc. Là, ça va créer des dossiers. Vous avez également vos photos sur les réseaux sociaux, sur les différentes plateformes qui sont configurées. Là typiquement, c'est Picasa. Voilà. Et vos dossiers physiques. Donc là, par exemple, c'est dossier pour test. Ça s'appelle comme ça. Donc là, c'est un dossier que j'ai mis sur le terminal. Donc avec toutes mes photos. Vous voyez, il y a eu un petit chargement au début, mais une fois qu'elle est mise dans le cache, ça défile rapidement. C'est juste que, ouais, voilà. Ouais. C'est relativement bien. Et puis après, vous avez une petite fonctionnalité ici, en bas à gauche, qui permet d'ajouter des filtres, également d'éditer un petit peu votre photo. Donc là, par exemple, je peux mettre un effet vintage à ma photo. Voilà, pourquoi pas, ou noir et blanc, bleu, lithographie, rayon X. Vous pouvez ensuite ajouter un cadre. Si vous avez envie, vous avez quelques cadres. Vous pouvez la rogner, la redresser, faire une rotation, ou mettre un effet miroir. Je sais plus comment il marche. Ah oui, voilà, c'est ça. Comme ça. Et je crois que c'est tout. Vous pouvez la rogner, hein, bien sûr. Et ensuite, ici, vous pouvez régler un peu plus profondément. Donc, vous avez la gestion des couleurs. Vous pouvez faire couleur automatique. Vous pouvez ajouter un effet vignette dans votre image, gérer les contrastes, gérer même les courbes. Donc ça c'est pas mal. Enfin ça permet d'aller assez loin. La netteté, la teinte, saturation, enfin voilà, c'est assez bien fait. Je trouve comme utilitaire c'est propre.
Et ça permet de vous amuser un petit peu si vous avez envie de créer des photos qui ressemblent un petit peu à ce qu'on trouve sur voilà, chez Instagram, ou même si vous voulez aller un peu plus loin, vu que les fonctionnalités sont assez larges. C'est vraiment sympa si vous êtes adepte de ce genre de choses. Et puis après, bien sûr, ça enregistre et vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux, les envoyer par mail. Enfin voilà, vous avez pas mal de possibilités. Hop, on va revenir en arrière. Bon, là, il me l'a sauvegardé, par exemple. Voilà. Ok, je pense qu'on a fait à peu près le tour ici. Donc ça, c'est des photos qui ont été prises avec l'appareil. Et je trouve que au niveau de la gestion des couleurs, alors on le voit mal à la caméra, mais moi je le vois à l'œil nu, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. C'est pas excellent, mais c'est pas mal. Bon, vous verrez ça dans les échantillons qu'on publiera de toute façon. L'horloge, qui est plutôt élégante, c'est une nouvelle version de l'application. Vous avez ici un minuteur, voilà. Et là le chronomètre. Ce qui est assez, ça fonctionne bien, mais on dirait une application tierce. C'est-à-dire qu'on dirait pas une application développée par Google. Ça ressemble pas trop à l'esprit. Ça colle avec l'esprit Jelly Bean, mais ça ressemble pas trop aux applications natives que nous propose Google généralement. Vous avez Maps, qui depuis les dernières versions, et même depuis les versions SIS, est quand même vraiment bien, avec tout ce qui est guidage vocal, etc., etc. Ça va assez loin. On peut même depuis peu mettre des zones hors ligne. Donc moi je trouve qu'aujourd'hui Android sur les terminaux de ce type-là, par exemple avec de bonnes performances, offre un système de guidage GPS vraiment de qualité et performant, tout simplement, quoi. Donc ça c'est bien. Movie Studio, donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà je crois dans SIS, qui permet tout simplement de faire des mini montages vidéo. Donc par exemple vous assemblez des vidéos entre elles, vous pouvez les découper, vous pouvez mettre un son en fond, etc. C'est bon, voilà, pour moi ça c'est des fonctionnalités gadgets, c'est pour ça que je m'éternise pas dessus. Vous avez Play Film, Play Livre et Play Music, et le Play Store. Alors tout est lié au Play Store, bien sûr, le Play Store qui permet de télécharger des applications, mais pas uniquement, notamment en France depuis peu, vous avez la musique qui est accessible. Donc vous voyez ici, vous avez toute la série des contenus disponibles sur le Play Store, les applications classiques, la musique, les livres, les films. Livres et films, c'est ce que ça dit, vous téléchargez des e-books, vous pouvez les lire après avec l'application dédiée. Et ici pour les films c'est la même chose, vous pouvez en louer, vous pouvez en acheter, les prix diffèrent, etc., etc. Tout ça c'est bien, et ce qui est bien c'est que si vous avez un compte Google, après vous avez accès à tous ces contenus sur tous vos appareils Android, et sur vos ordinateurs également, donc ça c'est sympa. En complément, pour la musique, vous pouvez acheter de la musique en ligne, donc là-dedans par exemple, ou sur votre ordinateur si vous avez besoin. Et également synchroniser, ça à mon avis c'est le plus intéressant. Là j'ai pas pu le faire, mais je vous ai présenté ça lors du Mobilecast numéro 1. Et vous pouvez synchroniser également vos fichiers locaux, donc sur votre ordinateur, sur Google Music. Donc il faut les uploader, il faut les envoyer sur le serveur de Google, ça prend un peu de temps, mais une fois que vous avez fait ça, vous pouvez y accéder sur votre terminal en streaming. La qualité est correcte, c'est juste que c'est du streaming, ça va dépendre de votre connexion internet. Vous pouvez sélectionner des albums, morceaux à mettre en hors ligne, etc., etc., sans les garder toujours en hors ligne. Donc ça c'est un système de cache qui se renouvelle régulièrement. Et tout ça, ça marche bien, et c'est ce qui fait aussi que Google justifie un peu la mémoire interne présente sur cet appareil. 8 Go sur la première version, c'est vraiment peu. Sans micro SD, c'est parce que vous pouvez, si vous avez internet en mobilité et de partout, vous pouvez accéder à votre musique très librement, et également à vos documents, etc. via, je ne l'ai pas installé là, mais c'est Google Drive, qui est l'ancien Google Docs, et qui est devenu vraiment intéressant avec hébergement de fichiers et tout ce qui est gestion des documents, fichiers Excel, Word, etc., etc. Et ça c'est top. Moi je l'utilise souvent, j'aime bien. On va passer au lecteur musical, donc Play Music. Alors on va pas parler forcément de la fonctionnalité qui permet, comme je vous disais, d'intégrer, de faire du streaming des fichiers qui sont stockés sur les serveurs de Google, puisque je l'ai pas fait ici. On va parler juste du lecteur en tant que tel. Alors on a différents
différents onglets, différentes sections qu'on peut faire défiler en appuyant, en faisant comme ça. Donc les albums, les artistes, etc. En mode paysage, on a toujours cette fameuse vue, cette vue en perspective qui est élégante mais pas indispensable. Et donc là, on peut par exemple ouvrir un artiste. Donc ça, c'est censé être un album. Après ça, c'est dans un fichier à moi, enfin c'est dans un dossier que j'ai créé. Si j'appuie là, si le fichier est hébergé sur les serveurs de Google, ce qui n'est pas le cas là, je peux le mettre en hors ligne. C'est ce qui permet de le mettre en hors ligne. Là, je sais pas pourquoi il me l'affiche, sachant que c'est pas un morceau, enfin, c'est pas un album entre guillemets en hors ligne. Mais vous pouvez faire aussi acheter des titres de cet artiste. Donc Google perd pas le nord parce qu'en plus ils ont un total contrôle sur toutes ces intégrations là, et ensuite après ils peuvent rediriger vers le Play Store. Donc ça c'est pratique pour eux. Alors, quand vous accédez au lecteur, ici, à la lecture d'un fichier, vous pouvez mettre j'aime ou j'aime pas. Après, ça va créer des playlists en fonction. Donc, par exemple, j'aime, ça va pas vous créer une playlist j'aime pas, mais vous allez pouvoir créer une playlist qui regroupe tous les fichiers que vous aimez. Ça, c'est pratique. C'est pas uniquement pour ça. Je crois que c'est aussi pour la sélection quand vous faites, quand vous êtes en train de lire vos fichiers. Typiquement. Ça, ouais, je sais pas. Enfin, le j'aime pas, je suis pas sûr à 100% de à quoi il sert, pour tout vous dire. Mais généralement, c'est quand vous faites des découvertes musicales, ça vous permet tout simplement de passer au suivant en disant enlève-moi tous les morceaux qui ressemblent à celui-là. Là, ici, je suis pas sûr. Vous avez l'accès à la playlist en cours là. La lecture. On avance. La pochette ici, c'est pas la bonne, vous inquiétez pas. Shuffle, mode aléatoire et répétition à droite. Et que dire de plus? C'est à peu près tout. On a accès à l'égaliseur ici, voilà, qui n'est pas activé. On peut effacer la file d'attente si on a envie. La file d'attente, c'est la playlist en cours de lecture. L'enregistrer, pourquoi pas, en tant que playlist à côté. Et puis vous avez quelques fonctionnalités comme mise en cache automatique, stocker temporairement la musique sans demander. Donc ça, c'est le système dont je vous parlais, avec le système de, la mise en cache pour quand vous utilisez le streaming. Streaming en Wi-Fi uniquement, la qualité, gérer la qualité du streaming, ça peut être sympa, mais ça alourdit les fichiers. Et c'est à peu près tout. Si vous avez une Nexus Q, vous pouvez avoir les paramètres ici, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui en a. Et du coup, je pense que on peut passer à tout ce qui est qualité du haut-parleur. Alors je pense que vous l'entendez. Là, je suis à fond. Le haut-parleur est situé ici. Et cette partie en soft touch, elle est très bien faite de façon à quasiment couvrir le son, et vous allez voir. Là, je suis à fond et j'ai l'appareil qui est posé sur une surface plate. Je vais le relever un tout petit peu. Voilà. Donc ça, en soi, est-ce que c'est un problème? Potentiellement oui, si vous avez envie de regarder quelque chose, je sais pas, une vidéo, vous la regardez de cette façon-là, le son va être étouffé si vous êtes posé sur une table. C'est un petit peu dommage. Donc ça va prendre en compte si vous avez, si vous utilisez souvent votre terminal avec le haut-parleur posé sur une table, ça peut être un peu gênant. Par contre, le haut-parleur, une fois qu'on lève l'appareil, est bien plus puissant que ce qu'on avait sur le Galaxy Nexus. Vous avez vu un peu, c'est quand même, pour moi c'est un problème d'ergonomie, de création de design qui est assez grave entre guillemets, parce que je sais pas, je trouve ça vraiment, ça montre aussi qu'il y a un léger rebord, mais très léger, qui est suffisamment bien fait pour protéger d'une certaine façon l'arrière, même si comme vous voyez ça dépasse pas du tout, mais c'est tellement plat que quand vous le posez, ça étouffe complètement le haut-parleur. Donc bon, ça c'est pour ce point-là. Niveau qualité,
Alors la première chose c'est le volume. Oui, il y a plus de volume, ça c'était un des éléments qu'on reprochait beaucoup au Galaxy Nexus. Ça a été entre guillemets corrigé, même si au final les deux constructeurs sont totalement indépendants. Je sais pas s'il y a eu une demande de Google par rapport au volume du haut-parleur, bref, peu importe. Ce qui est important ici c'est de parler de qualité, et la qualité est très moyenne. Vous l'avez sûrement entendu sur ce dernier morceau qui est assez pratique en fait pour tester les haut-parleurs. Au début, il est censé avoir des guitares et on les entend absolument pas dans le fond, puisqu'elles sont complètement noyées dans le morceau, j'ai envie de dire. Donc encore une fois, c'est comme un petit peu pour l'appareil photo. Les Nexus, ils sont jamais très bons niveau photo, mais vous pouvez en sortir quelque chose de bien. Côté haut-parleur, ici le Galaxy Nexus on va dire est mauvais puisque le volume est très bas. Sur le Nexus 4, le volume est bien plus élevé, donc c'est plus pratique, on va dire, si vous regardez un film, si vous regardez n'importe quoi en fait, si vous faites du guidage GPS, etc., ou vous écoutez de la musique, pourquoi pas. Notez quand même l'élément dont j'ai parlé avec l'étouffement du son, mais la qualité est pas exceptionnelle, et même j'ai envie de dire à la limite de mauvaise. Non, c'est pas mauvais, mais c'est en dessous de la moyenne, ça je pense qu'on peut le dire. C'est juste, le volume est là, c'est bien, mais ça suffit pas. Après, vous pouvez jouer avec l'égaliseur, mais a priori, ça devrait pas forcément changer grand chose. Si par exemple, je mets FX Booster, je sais pas. De toute façon, ça c'est comme d'habitude, tout ce qui est égaliseur, ça se sentira beaucoup plus avec des écouteurs. Et je vais juste vous montrer un dernier truc pour finir sur la musique. Donc là, je suis en train de lire la musique. Vous avez le lecteur ici. Donc vous voyez là le minuteur qui s'est terminé, il me l'affiche ici. Et là d'ailleurs j'ai... non, ça c'est... Ouais, c'est le minuteur, je peux réinitialiser, démarrer. Non, ça c'est le chronomètre, pardon. Donc ça c'est pratique, ça c'est un des éléments, vous voyez, de Jelly Bean avec ces petits éléments que vous pouvez ouvrir, fermer. Hop, contrôler directement certaines applications dans le tiroir des notifications. Et notamment le lecteur musical ici. Vous pouvez également le contrôler via le widget de page d'accueil ici. Et dernier élément, mais pas des moindres, celui-ci, celui qui se met sur l'écran de déverrouillage et que vous n'avez pas forcément sur tous les terminaux Android, hélas, mais qui je trouve est très pratique. Et en fait c'est tout. C'est à peu près tout. Comme d'habitude sur les terminaux Nexus, il y a assez peu de fonctionnalités intégrées. On en a de plus en plus avec Android, mais là ici en 4.2, on a quelques petits éléments dont on a parlé. Sur tablette, on a encore d'autres choses, mais bon, ça c'est vraiment... Si vous voulez aller plus loin sur la 4.2, je vous invite à regarder le Mobilecast numéro 2, où il est complètement dédié à Android 4.2, notamment sur tablette avec un petit test de la Nexus 7. Et je vais pouvoir conclure sur ce Nexus 4. Alors, j'ai pas parlé performance, mais sincèrement, c'est un quad-core. J'ai testé différents jeux, le rendu est toujours très bon, ça marche excellemment bien, c'est largement comparable à ce qu'on trouve par exemple sur un S3, un Note 2, un One X. Voilà, c'est un gros quad-core, ça tourne très bien. C'est difficile d'aller beaucoup plus loin. Ce qui est intéressant dans l'analyse des performances, finalement, c'est quand on a des appareils avec des processeurs moins équipés, on va dire, moins puissants, et de voir un peu où est-ce que se situe la performance. Là, ici, sur un quad-core fin 2012, ça marche extrêmement bien. Si vous voulez un terminal Android brut, avec un maximum de pêche, on va dire, le Nexus 4 est parfait. Alors du coup je vais pouvoir conclure là-dessus. Alors on va reprendre chaque élément. Première chose, le design. Moi je trouve qu'il est quand même réussi. Il ressemble beaucoup au Galaxy Nexus de face, mais beaucoup moins de dos. On a cet aspect vert qui à la fois peut vous plaire esthétiquement et à la fois peut vous faire peur. Vous pourrez toujours le protéger si vous avez peur. Ça serait un petit peu dommage parce que c'est vrai que c'est esthétique, mais et voilà, si vous achetez cet appareil, vous aurez peut-être envie de le protéger au cas où. Moyennant quoi, moi je trouve que l'assemblage soft touch, l'effet chromé écran avec léger effet arrondi et l'arrière en vert, plus le petit effet là qu'on voit même pas avec les reflets à l'arrière, ça fait un design qui est vraiment, il est pas magnifique mais il est vraiment beau. Et pour un Nexus, je trouve que c'est un des plus réussis en termes de design et de finition. Donc là, bravo Google, LG là-dessus, ils ont fait un excellent boulot. C'est un bel appareil, ça c'est sûr. Ensuite après on a quoi ? La toute dernière version
d'Android, donc la 4.2, je crois que c'était la 4.2.1 ou 4.2.1.2, je sais plus, peu importe, en tout cas vous êtes garanti sur ce terminal là d'avoir toujours la dernière version d'Android, d'être toujours à la pointe de cet OS, et ça vous permettra beaucoup de choses. Alors moi je sais que pour avoir utilisé un Galaxy Nexus et pour continuer à l'utiliser encore aujourd'hui pendant plus d'1 an, j'ai vu que ça avait des points positifs et des points négatifs. C'est-à-dire, ce qui est super positif, c'est que vous avez toujours les dernières fonctionnalités d'Android proposées. Toutes les applications qui sortent et qui sont optimisées pour les dernières versions d'Android, elles fonctionneront toujours. Mais ça marche aussi à l'inverse, c'est-à-dire que quand vous mettez à jour sur votre terminal sous la toute dernière version d'Android, il y a des applications pour lesquelles le développeur n'a pas forcément cherché à l'optimiser pour cet OS-là parce que vous êtes le seul à l'avoir, enfin entre guillemets. Et du coup ça marchera pas. Moi je sais que sur mon Galaxy Nexus, quand je suis passé sous la 4.2, il y avait quelques applications où clairement ça buguait à cause de la 4.2. Et donc je dis pas en soi c'est pas un point négatif. On peut pas dire que d'avoir la dernière version d'Android soit un point négatif, loin de là. Mais c'est juste pour information, ça peut arriver. Et c'est entre guillemets c'est un problème qui est lié au luxe d'avoir un terminal qui est sous la dernière version, avec voilà le nouveau tiroir des notifications, les nouveaux systèmes de widgets sur l'écran de déverrouillage, le nouveau clavier, etc. Et bien sûr toujours la fluidité dans l'interface qui est juste, c'est extrêmement fluide. C'est un appareil qui est très performant, qui offre pas mal de fonctionnalités intégrées, comme pour tous les précédents Nexus. Ce que je vais vous dire, c'est simple, c'est vous avez le cœur d'Android qui est sur un appareil. Ici en plus vous avez un joli design. Niveau hardware, donc tout ça c'est très bien. Après niveau fonctionnalité, si vous voulez aller plus loin, va falloir combler les petits manques qu'il peut y avoir avec différentes applications que vous téléchargerez sur le Play Store. Et vous inquiétez pas là-dessus, aujourd'hui en 2012 le Play Store il est vraiment chargé d'applications et vous aurez tout ce que vous voulez sans aucun problème, notamment tout ce qui est jeu, vous serez complètement satisfait là-dessus. Après, au niveau des performances photo, ce que j'ai vu, c'était pas excellent. Vous le verrez lors du test écrit, j'irai un peu plus loin au niveau de mon avis, et vous verrez les échantillons pour illustrer ça. Le haut-parleur est puissant, ça c'est bien, mais la qualité est pas très bonne, ça c'est moins bien. Et puis vous avez le petit souci d'ergonomie, je trouve, avec l'étouffement. Et puis, dernier point, alors ça j'en ai pas parlé en introduction, mais on va parler maintenant, c'est la disponibilité de l'appareil. Alors là, il vient juste de commencer à être disponible là il est chez SFR, et je crois qu'il y a d'autres opérateurs, d'autres distributeurs qui vont commencer à le balancer. Il est beaucoup plus cher chez eux que sur le Play Store, où il est proposé à un prix qui est vraiment dérisoire. Et d'ailleurs, hop, je vais sur le Play Store rapidement, désolé, j'avais pas préparé ça. Là, je suis sur le Play Store, il est à 299 € en version 8 Go, 16 Go à 350 €. Le seul problème, c'est que sur le Play Store, à ce prix-là, c'est vraiment un prix dérisoire. C'est 300 € pour un appareil, même en 8 Go de ce gabarit-là, c'est rien. Mais il est toujours épuisé. C'est-à-dire que les stocks ont été très mal gérés. Il y a eu un problème entre LG et Google. Et du coup, aujourd'hui, et depuis même plusieurs semaines, depuis qu'il est dispo, vous avez des ruptures de stock. On continue quoi. Donc ça va s'améliorer avec le temps. Je sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo, mais si vous la regardez sur le Play Store s'il est disponible ou non. Ça reste le meilleur endroit pour l'acheter, ça c'est sûr. Et parce que chez les autres distributeurs, même chez SFR, je crois qu'il a quasiment le double du prix. Donc non, il n'est pas à 600 €, il doit être à 500 et quelques. J'ai pas le prix en tête, mais bon voilà, c'est juste hallucinant. Donc ça c'est pour le côté distribution, il y a eu un petit échec là-dessus, et donc si vous adorez cet appareil, vous serez peut-être un petit peu frustré de ne pas forcément pouvoir vous le procurer tout de suite, mais prenez votre mal en patience et attendez peut-être un petit peu de le voir disponible sur le Play Store avant de l'acheter, parce que c'est vrai que c'est quand même un prix qui est très très alléchant. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'ai à dire aujourd'hui sur le Nexus 4, hein. Je le trouve excellent, ça c'est clair, c'est un très très bel appareil. Petit conseil que je peux donner ceux ou celles qui ont actuellement un Galaxy Nexus comme moi, hein, typiquement. J'ai pas prévu de me prendre le Nexus 4 en remplacement pour une raison simple, c'est qu'aujourd'hui j'ai Android 4.2 sur mon Galaxy Nexus et j'en suis tout à fait satisfait. Certes, niveau performance, il est pas, bien sûr, il est pas au même niveau, mais je trouve que d'avoir la dernière version d'Android, ça lui donne un petit coup de jeune et ça me permet de patienter encore quelques mois et puis on verra après. Ça c'était mon petit conseil si vous avez déjà un Galaxy Nexus et que vous aviez envie de le remplacer. Voilà, mais après vous faites bien sûr ce que vous voulez. Et ça c'était pour mon test du Nexus 4. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser sur le test écrit sur Test Mobile ou sur YouTube. On essaiera d'y répondre. En tout cas, la communauté pourra
participer à la discussion, c'est ça aussi le but. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas le cas pour recevoir les vidéos au fil des publications, à appuyer sur j'aime si vous avez apprécié la vidéo et uniquement. Et moi je vous dis à bientôt.